Bienvenue sur All Time, l'émission qui classe de façon subjective et assumée les meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des colosses aux mains de fées. Dans la Grande Ligue, l'ailier fort occupe une place prépondérante sur le terrain. D'un point de vue tactique, il est souvent plus petit et donc plus mobile que le pivot. C'est aussi un joueur plus polyvalent, aux responsabilités variées. Fort au rebond et costaud physiquement, le poste 4 peut évidemment jouer le post-up comme tout bon intérieur. Mais en plus de ça, il doit être capable de jouer face au panier et savoir shooter. Même de loin. Et oui, le spacing est primordial dans le basket de haut niveau. Alors, préparez votre écran retard pour contenir les assauts offensifs des 10 plus grands ailiers forts de l'histoire. C'est parti! Numéro 10. En 10e position, on trouve l'un des joueurs les plus talentueux de la fin des années 90. Tout poste confondu. Chris Webber. C-Web a de l'or entre les mains. Et il le montre dès le début de sa carrière universitaire. Webber éclabousse la NCAA de son talent avec Michigan et le fameux Fab Five. Vous savez, ce 5 majeur mythique où il était accompagné, entre autres, de Jalen Rose et Juwan Howard, deux excellents joueurs NBA par la suite. Drafté en première position par le Magic en 93, il est immédiatement transféré à Golden State où il démontre dès ses débuts qu'il est en avance sur son temps. Du haut de ses 2m06, C-Web est capable de dribbler et de remonter la balle. À l'époque, il est très rare de voir un poste 4 organiser le jeu de la sorte. Mais Webber est un ovni offensif. Il score, prend des rebonds et délivre des caviars pour ses coéquipiers. C'est la locomotive de son équipe. La ligue entière apprend à savourer les facéties du numéro 4 des Warriors, des Bullets et des Kings. Et c'est justement dans la capitale californienne que Webber donne la pleine mesure de son talent. Accompagné de Vlad Divac, Mike Bibby ou Doug Christie, il tient tête au tandem Kobe-Shaq au début des années 2000. Mais malgré la richesse de l'effectif des Kings, il n'arrivera jamais à rallier les finales NBA. 5, 7, 6, 8. We take our job as NBA dance consultants very serious. Joueur imprévisible et fantasque, il aurait sûrement mérité une plus grande carrière tant son talent fut immense. Souvent blessé, la deuxième partie de sa carrière est plus laborieuse et il n'arrive pas à retrouver son niveau initial malgré un bon passage chez les Sixers d'Allen Iverson. Avec 5 sélections au All-Star Game et un titre de Rookie de l'année en 1994, c'est un des joueurs les plus marquants du début des années 2000 et l'un des plus grands talents à avoir été gâché par les blessures. Numéro 9. C'est un vert qui s'immisce à la 9e place de notre classement. Dennis Rodman est inclassable tant son jeu et sa personnalité sont hors du commun dans le paysage de la NBA. Obama, what are you afraid of? Come talk to me. Guess what? I've seen things. I know things that you want to know. Arrivé à l'âge de 25 ans dans la ligue, son parcours de vie révèle sa combativité et sa hargne. Abandonné à l'âge de 3 ans par son père, Rodman grandit seul avec sa mère et ses 2 sœurs. Considéré comme étant trop petit pour jouer au basket pour l'équipe de son lycée, il est contraint de travailler en tant qu'agent d'entretien à l'aéroport de Dallas pour subvenir aux besoins de la famille. Entre-temps, il connaît une poussée de croissance soudaine qui lui permet d'intégrer l'université de Southern Oklahoma State. Là-bas, Dennis explose et attire toute l'attention des scouts de Détroit. Drafté en 27e position de la draft 86, il prouve qu'on peut devenir une superstar de la ligue sans marquer de points. Car avec ses 7 points de moyenne en carrière, on ne peut pas dire que Rodman soit une terreur offensive. Mais de l'autre côté du terrain, c'est une autre histoire. En défense, Rodman se transforme en Worm, ce nuisible qui pourrit l'attaque adverse. Intérieur de petite taille, ses 2m01 ne l'ont jamais empêché de contenir les meilleurs intérieurs adverses, du Shaq à Tim Duncan, en passant par Karl Malone ou David Robinson. OVNI défensif, il peut défendre sur un meneur, comme sur un arrière ou un ailier. Au rebond, Dennis s'est imposé comme le meilleur rebondeur des 90s. 7 fois de suite meilleur rebondeur de la ligue. Il remporte 2 titres de meilleur défenseur de l'année, 5 bagues de champion et glane 2 sélections All-Star. Enfin,
Il est introduit au Hall of Fame en 2011. Oh, wow. La juste récompense d'une carrière formidable. Thank you, guys. Personnage insaisissable hors des terrains, ses frasques extrasportives ont animé la NBA des années 90. On pourrait vous parler de ses teintures improbables, de son passage en fin de carrière dans la Ligue finlandaise ou de son mariage éphémère avec Carmen Electra. Oh God, what do we do? Mais on garde tout ça pour une autre vidéo. If you hate your wife, you can't have sex with her, right? But you can, right? That's all right. So, I'm kidding. Numéro 8. Elvin Hayes est probablement le joueur le plus méconnu de ce all-time. Mais il n'a pas usurpé pour autant sa présence dans notre classement. Hayes, qui a évolué dans les années 70, a longtemps souffert de la comparaison avec Karim Abdul-Jabbar ou Oscar Robertson. De notre côté, nous avons décidé de réhabiliter la mémoire du Hall of Famer. Pour cela, commençons par un mini flashback, en prenant notre machine à remonter le temps. Direction, le 20 janvier 1968. Ce jour-là, le jeune Hayes et ses Cougars de Houston sont opposés à l'université de UCLA du jeune prodige Lew Alcindor. Dans cette rencontre, Elvin limite la star californienne à seulement 15 petits points. Hayes en score 39 et capte 15 rebonds pour mettre fin à la série de 47 victoires consécutives des invincibles Bruins. La rencontre sera d'ailleurs surnommée The Game of the Century. La hype entoure le prospect et il est logiquement sélectionné en première place de 2 drafts en 1968. Celle de la NBA bien sûr, mais aussi celle de la ABA. 10 ans plus tard, Hayes évolue avec les Washington Bullets où il forme un Big Three de folie avec le pivot Wes Unseld et l'ailier Bob Dandridge. Cette année-là, il devient même champion NBA. Les finales dantesques qui opposent les Bullets aux Supersonics de Fred Brown vont jusqu'au Game 7 et restent dans les annales de la Grande Ligue. Véritable leader offensif, Hayes s'appuie sur un turnaround jumper létal à mi-distance. C'est l'un des premiers joueurs à l'utiliser de façon répétée et maîtrisée en NBA. Ultra régulier au plus haut niveau, il ne manque que 9 matchs en 16 années de carrière. L'Ironman originel, c'est lui. Big E compte aussi 12 sélections All-Star, un titre de meilleur scoreur durant sa saison rookie en 1969 et 2 titres de meilleur rebondeur de la Ligue. 5e meilleur rebondeur de l'histoire de la Ligue, il est encore aujourd'hui mystérieusement sous-coté lorsqu'il s'agit de lister les plus grands intérieurs de l'histoire. Mais pas sur le crossover. Numéro 7. Avec George Mikan, Bob Pettit est peut-être le meilleur joueur des années 50. En 1956, il entre même dans l'histoire de la NBA par la grande porte. Mais savez-vous pourquoi ? Eh bien, cette année-là, le titre de MVP est décerné pour la toute première fois. Et c'est Bob qui rafle la mise. Un autre titre de MVP suivra en 1959. N'ayons pas peur de le dire. Pettit est sans conteste le plus grand intérieur de l'histoire des Hawks. Sans jeu de mots, bien sûr. C'est aussi le héros du seul titre remporté par Atlanta en 1958. Durant ses 10 saisons dans la Ligue, il compile des moyennes de 26 points et 16 rebonds. Machine à stats, c'est aussi un joueur d'avant-garde. Avec ses 2,06 m, il est capable de jouer face au panier, de courir et de shooter. Le premier intérieur moderne en quelque sorte. Les ailiers forts adverses ne peuvent contenir ce joueur polyvalent qui écrase tout sur son passage. 11 fois All-Star, Rookie de l'année en 1955 et Hall of Famer. Il est avec Kobe Bryant le seul joueur à avoir décroché 4 titres de MVP du All-Star Game. Rebondeur d'élite, c'est aussi le premier joueur à avoir dépassé la barre des 20 000 points inscrits en carrière. Une vraie légende, on vous dit. Numéro 6. Intéressons-nous désormais à Kevin McHale. Le numéro 32 des Celtics est indissociable du génial Larry Bird et de l'intérieur Robert Parrish. Au sein de l'équipe mythique des Celtics des années 80, il glane 3 bagues de champion. Il est vrai que durant cette période, les projecteurs sont surtout braqués sur le franchise player des Celtics ou sur Magic Johnson. Mais l'apport d'un Worthy ou d'un McHale sont indispensables au succès de ces équipes. Charles Barkley dit même de lui « C'est un des meilleurs joueurs de tous les temps, le plus dur à défendre ». Et il faut dire que l'ailier fort est un cauchemar pour ses adversaires. Avec sa silhouette imposante et ses larges épaules, il est capable de freiner physiquement n'importe quel intérieur adverse. Et en attaque, il score à sa guise en s'appuyant sur une large panoplie offensive. Il utilise le hook shot,
multiplie les feintes en tout genre et rentre son petit shoot à mi-distance pour écœurer les ailiers forts adverses. Tout au long de sa carrière, McHale prend un malin plaisir à martyriser les secondes units adverses. 2 fois meilleur remplaçant de la ligue, il fait du banc des Celtics l'un des meilleurs de tous les temps. Régulier au plus haut niveau durant 13 saisons, il est récompensé par 7 sélections All-Star et 6 apparitions dans les meilleures équipes défensives de la ligue. Aucune remise en question n'est permise face à la carrière formidable du Black Hole. Un joueur finalement peu connu du grand public, mais tellement important dans la grande histoire des Celtics. Numéro 5. Le meilleur scoreur de la Dream Team de Barcelone squatte la 5e place de notre classement. J'ai cité The Round Mound of Rebound, Charles Barkley. L'un des meilleurs joueurs de l'histoire à n'avoir jamais remporté de bague de champion. Capable de se faire des Big Mac avant d'aller s'entraîner, l'hygiène de vie de Sir Charles n'est certainement pas la meilleure. Loin de là. Mais c'est peut-être grâce à Moses Malone que la carrière de Barkley prend la bonne direction. Rookie aux Sixers, Charles se demande pourquoi son temps de jeu est limité. Il interroge le triple MVP. « Moses, pourquoi je ne joue pas plus ?» La réponse est on ne peut plus cinglante. « Parce que tu es gros et feignant. » Barkley est incrédule. « Je ne comprends pas. » Malone l'achève alors, agacé. « Je ne comprends pas quelle partie. Celle sur ton poids ou sur ta feignantise ?» Les mots du vétéran des Sixers agissent comme véritable électrochoc chez le jeune Barkley. Il passe de 130 à 115 kg et gagne sa place dans le 5 de départ. Doté d'une énergie sans limite, c'est un all-around player féroce, capable de tout faire sur le terrain. En plus d'être un excellent scoreur, il prend un nombre incalculable de rebonds malgré son mètre 98. Meilleur rebondeur de la ligue en 1987, il joue intérieur malgré un corps d'allié. Joueur ultra polyvalent, Barkley est l'une des superstars de la NBA des années 90. Celle qui popularise la Grande Ligue dans le monde entier dans le sillage de Jordan. Barkley winds up in the cheerleading section and he doesn't want to get up. There's an intelligent man. L'année 93 est d'ailleurs la plus aboutie de la carrière de Sir Charles. Une saison somptueuse, ponctuée d'un titre de MVP de la saison et par des finales d'anthologie face aux Bulls. Malgré une série conclue à 27 points et 13 rebonds de moyenne, un MJ royal écarte les Suns 4 manches à 2. 11 fois All-Star et Hall of Famer, le spécialiste du trash-talking reste présent dans le paysage de la NBA. Associé au Shaq et à Kenny Smith sur TNT, Sir Charles continue de nous régaler avec ses analyses croustillantes et son franc-parler légendaire. I'm not gonna change. If you don't like me or the show, turn it off. And they want me to apologize. That's not gonna happen. Pour notre plus grand plaisir. Take a sip. Quick, right? Ugly America. Chuck is terrible. Finger on this. I mean, see it? Mr. Bill Russell, thank you. Numéro 4. Avez-vous composté votre ticket pour accéder à la 4e place de notre classement ? Accrochez-vous bien, car avec Kevin Garnett, ça va décoiffer. Si on devait se souvenir d'un seul aspect du jeu de l'intérieur, originaire de Caroline du Sud, ce serait sa dureté. Car KG est un poison défensif. Le joueur le plus intense des années 2000 en NBA. Et de loin. To me, he's the most intense player I've ever seen. Il se bat sur chaque ballon, défend chaque possession comme un chien et use de tous les moyens pour remporter la partie, y compris du trash-talking. Parce que, comme Barkley, KG est un as de la déstabilisation verbale. Parfois, il dérape même au-delà des limites acceptables. Sans oublier le fait que le Big Ticket arrive même à faire pleurer ses propres coéquipiers. Demandez donc à Big Baby Davis. Passé directement du lycée aux Timberwolves, KG marque l'histoire du Minnesota en étant le meilleur scoreur, rebondeur, intercepteur et passeur de l'histoire de la franchise.
En quittant son équipe de toujours durant l'été 2007, il s'offre la possibilité de décrocher la bague tant convoitée en rejoignant Paul Pierce et Ray Allen à Boston. Et en 2008, c'est la consécration. Il remporte l'unique titre de sa carrière face aux Lakers d'un Kobe complètement désabusé. Sur le plan individuel, il remporte un titre de MVP en 2004, celui de MVP du All-Star Game en 2003, un titre de défenseur de l'année en 2008, sans oublier 4 titres consécutifs de meilleur rebondeur et 15 sélections All-Star. Excellent défenseur, contreur, passeur et shooter en tête de raquette, Garnett est à coup sûr l'ailier fort le plus charismatique de ces 20 dernières années en NBA. Come on, man. Ain't got no night. Unpause the game. This the best part of the joint right here, bro. Numéro 3. Le meilleur Européen de l'histoire squatte la 3e place du podium. Désolé Tipeee, on parle de Dirk Nowitzki. Après, la déception, elle est toujours là. Hi, I'm Dirk Nowitzki from the Dallas Mavericks. L'Allemand vient de prendre sa retraite en véritable légende de son équipe de toujours, les Dallas Mavericks. Longtemps dans l'ombre des Spurs, l'apport du Wunderkind permet à la franchise texane de se faire une place dans la féroce conférence Ouest des années 2000 et 2010. Choisi en 9e place de la draft 98 par les Bucks et immédiatement transféré aux Mavs, Nowitzki débute sa carrière NBA sur la pointe des pieds. Mais titulaire dès sa 2e saison, il laisse enfin exprimer la pleine mesure de son talent. Car Dirk pratique un style de jeu jamais vu à ce poste. Mesurant 2,13 m, c'est ce qu'on appelle un 7-footer. Ces joueurs considérés comme très grands, même en NBA. Et au lieu de profiter de sa taille pour jouer très proche de l'arceau, Dirk s'en sort pour shooter de loin en utilisant son one-leg fadeaway inarrêtable. En post-up, à mi-distance et dos au cercle, il shoot sur son défenseur en se retournant en une fraction de seconde. Il fait aussi partie du top 15 des meilleurs shooters à 3 points de l'histoire. Et c'est l'un des plus adroits au lancer franc pour ne rien gâcher. Les intérieurs adverses, peu habitués à déserter la raquette, ne peuvent limiter l'impact offensif de cette véritable gâchette à longue distance. Même si ses lacunes physiques et défensives lui ont souvent été reprochées, Dirk a su exploiter au mieux son talent naturel afin d'amener Dallas au sommet. Après son titre de MVP en 2007, gâché par une élimination précoce au premier tour des playoffs, Mark Cuban entoure son génie de col bleu à même d'accomplir les tâches ingrates nécessaires à la victoire finale. Et en 2011, face au Heat, c'est la consécration. Dallas décroche le titre de champion contre toute attente, l'un des plus beaux titres de toute l'histoire. Nowitzki livre à cette occasion des finales d'anthologie, et il est logiquement élu MVP des finales avec 26 points et 9 rebonds de moyenne. Bien aidé par Jason Kidd, Jason Terry, Sean Marion et Tyson Chandler, il est sur le toit du monde. Grâce à ce titre remporté en franchise player face à l'armada de LeBron James, Nowitzki entérine sa place dans le livre d'or de la Grande Ligue. Le reste de la carrière du numéro 41 ne fait qu'attester de son talent. 14 fois All-Star et 6e meilleur score all-time devant Wilt Chamberlain ou Shaquille O'Neal, Dirk va laisser un vide immense dans le cœur des fans de Dallas. Et comme on dit chez lui, Danke, Dirk. En 2e position, distribution générale de courrier avec notre facteur préféré, Karl Malone. Disons-le clairement, pour nous, Malone est le GOAT. What? Oui, vous avez bien entendu, le GOAT. Le GOAT des meilleurs joueurs à n'avoir jamais remporté de bague de champion. Wow. Fallait qu'on la fasse. Malgré des saisons incroyables d'un point de vue statistique et un compère ultra complémentaire, Malone n'a jamais su s'imposer en finale NBA.
Wow. Même lors de cette dernière tentative désespérée aux Lakers en 2004. Un fiasco. Même aux côtés des triples champions que sont Kobe et Shaq à ce moment-là. À croire que la Shkumun colle au basket du facteur. Malheureusement, au moment de faire les comptes, cette absence de bague se fait cruellement ressentir lorsqu'on le compare aux autres intérieurs dominants de l'histoire de la Ligue. Pourtant, on peut clairement dire que Malone s'est démené durant ses 19 saisons en NBA. Et malgré tout, il laisse une empreinte indélébile dans l'histoire du jazz. Love you guys. Thank you and I'm on. Déjà, parlons de ce fameux surnom. Pourquoi le Mailman ? Il vient tout simplement du fait que Malone enfile les paniers avec la régularité d'un postier qui livre inlassablement le courrier chaque matin. Le tarif du facteur, c'est 25 points et 10 rebonds de moyenne en 19 ans de carrière. Celui qui avait plus d'ennemis que d'amis en NBA était aussi un adepte des coups de vis. Les coudes en avant, il assomme David Robinson et donne 40 points de suture à Isaiah Thomas. Chaud devant. Une carrière dans le catch lui aurait peut-être permis de remporter un titre. On me dit dans l'oreillette que même Hulk Hogan a subi les foudres de Karl. Wow. Pour revenir sur les parquets, Karl excelle aussi bien en contre-attaque que dos au panier. Dans les deux cas, c'est sa puissance qui lui permet de faire la différence. Niveau palmarès, il réussit à se hisser à la 2e place des meilleurs scoreurs all-time, juste derrière un certain Kareem Abdul-Jabbar. 2 fois MVP, 2 fois MVP de l'All-Star Game, 14 fois All-Star et Hall of Famer, il peut essayer de se consoler avec cette médaille d'or olympique récoltée à Barcelone en 1992. Mais pour la plupart des observateurs, Karl Malone reste le joueur le plus fort à n'avoir jamais remporté le titre. Basketball players that never won a ring. No, Chris, I didn't mean you. I meant one of those legends who lost in the finals over and over. Burgers are ready. Carl, come back, Carl. Sérieusement, vous voyez quelqu'un d'autre ? Numéro 1. Et pour la première place de notre classement, une évidence. Qui d'autre que ce joueur qui a dominé la ligue de la tête et des épaules durant près de 2 décennies pouvait prétendre au titre de meilleur poste 4 de tous les temps. Car Tim Duncan dominait les raquettes de la ligue sans faire de bruit. Un anti-Barclay ou un Garnett version polie. À vous de choisir. Et puis, à l'ère des highlights sur Insta, rares sont ceux qui listent Tim Duncan comme joueur préféré. Soyez honnêtes et dénoncez-vous en commentaire. On veut vous voir, les fans de Duncan. L'univers de Timmy, c'est le sobre, le discret, l'humble, le taiseux. Respectful, but most of all, simple. L'authentique, en somme. Tout l'inverse d'une ligue qui ne jure que par le spectaculaire, le flashy ou le dirty. D'ailleurs, saviez-vous qu'à l'origine, rien ne prédestinait Timmy à devenir un intérieur dominant ? Originaire des îles Vierges, il est issu d'une famille de nageurs et c'est tout naturellement qu'il se tourne vers les bassins d'eau douce. Sa sœur aînée Tricia participe même aux Jeux Olympiques de Séoul. Prenant exemple sur celle-ci, Timmy passe son enfance à s'entraîner dans la seule piscine de l'île. Mais en 1989, l'ouragan Hugo ravage l'archipel des Caraïbes et détruit par la même occasion la piscine où s'entraîne le jeune Tim. Après cette catastrophe, il est contraint d'arrêter la natation et décide de s'orienter vers le basket sur le tard. Finalement, quand on voit la suite de sa carrière, on se dit que c'était peut-être un mal pour un bien. Choisi en première place de la draft 97, il débute aux côtés de l'amiral David Robinson et décroche à 22 ans sa première bague de champion, assortie d'un premier titre de MVP des finales. Rapidement, on lui octroie le surnom de Big Fundamental. Duncan est un tueur à l'ancienne, adepte du bon vieux tir avec la planche, à 45 degrés de préférence. Et puis en post-up, il se retourne, enroule son défenseur et enfile les paniers comme des perles.
Finalement, ce surnom résume parfaitement le jeu de Timmy. Il n'est pas le plus rapide, ni le plus puissant, mais c'est celui qui utilise le mieux les bases du jeu dans la peinture. Son footwork, ses feintes et son jeu à mi-distance sont un modèle pour tous les apprentis intérieurs. Leader par l'exemple, c'est le franchise player d'une équipe qui ne rate jamais les playoffs en 19 saisons. Avec Kobe et LeBron, Duncan possède d'ailleurs le palmarès individuel le plus fourni de l'ère post-Jordan. On vous laisse en juger. Rookie de l'année en 1998, 15 sélections au All-Star Game, 2 titres de MVP, 3 titres de MVP des finales et 5 bagues de champion. Rien que ça. Et pour ne rien gâcher, Duncan est le joueur qui compte le plus d'apparitions dans les 5 défensives de l'année grâce à ses 15 sélections. Bref, un palmarès de prestige pour un joueur de légende. Tout simplement. Role players, star, all-star, superstar, and superstar plus plus. Timmy is superstar plus plus. He's by himself in his own league. By himself. It's on, man.